René Guénon, Le symbolisme de la croix. Chapitre 16. Rapport du point et de l'étendue. La question que soulève la dernière remarque que nous venons de faire mérite que nous nous y arrêtions quelque peu, sans toutefois traiter ici les considérations relatives à l'étendue avec tous les développements que comporterait ce sujet, qui rentre proprement dans l'étude des conditions de l'existence corporelle. Ce que nous voulons signaler surtout, c'est que la distance de deux points immédiatement voisins, que nous avons été amenés à envisager en raison de l'introduction de la continuité dans la représentation géométrique de l'être, peut être regardée comme la limite de l'étendue dans le sens des quantités indéfiniment décroissantes. En d'autres termes, elle est la plus petite étendue possible, ce après quoi il n'y a plus d'étendue, c'est-à-dire plus de conditions spatiales, et on ne pourrait la supprimer sans sortir du domaine d'existence qui est soumis à cette condition. Donc lorsqu'on divise l'étendue indéfiniment, et lorsqu'on pousse cette division aussi loin qu'il est possible, c'est-à-dire jusqu'aux limites de la possibilité spatiale par laquelle la divisibilité est conditionnée, et qui est d'ailleurs indéfinie dans le sens décroissant comme dans le sens croissant, ce n'est pas au point qu'on aboutit comme résultat ultime, mais bien à la distance élémentaire entre deux points. Petite note. Nous disons indéfiniment, mais non à l'infini, ce qui serait une absurdité. La divisibilité étant nécessairement un attribut propre à un domaine limité, puisque la condition spatiale dont elle dépend est elle-même essentiellement limitée. Il faut donc qu'il y ait une limite à la divisibilité, comme à toute relativité ou détermination quelconque, et nous pouvons avoir la certitude que cette limite existe, alors même qu'elle ne nous est pas actuellement accessible. Fin de la note. Il résulte de là que, pour qu'il y ait étendue ou condition spatiale, il faut qu'il y ait déjà deux points, et l'étendue qui est réalisée par leur présence simultanée, et qui est précisément leur distance, constitue un troisième élément qui exprime la relation existant entre ces deux points les unissant et les séparant à la fois. D'ailleurs, cette distance, en tant qu'on la considère comme une relation, n'est évidemment pas composée de parties, car les parties en lesquelles elle pourrait être résolue, si elle le pouvait, ne seraient que d'autres relations de distance, dont elle est logiquement indépendante, comme au point de vue numérique. L'unité est indépendante des fractions. Petite note. Les fractions ne peuvent donc pas être, à proprement parler, des parties de l'unité, car l'unité véritable est évidemment sans parties. Cette définition fautive qu'on donne souvent des fractions implique une confusion entre l'unité numérique qui est essentiellement indivisible et les unités de mesure qui ne sont des unités que d'une façon toute relative et conventionnelle et qui, étant de la nature des grandeurs continues, sont nécessairement divisibles et composées de parties. Fin de la note. Ceci est vrai pour une distance quelconque, lorsqu'on ne l'envisage que par rapport aux deux points qui sont ses extrémités, et l'est a fortiori pour une distance infinitésimale qui n'est nullement une quantité définie, mais qui exprime seulement une relation spatiale entre deux points immédiatement voisins, tels que deux points consécutifs d'une ligne quelconque. D'autre part, les points eux-mêmes, considérés comme extrémités d'une distance, ne sont pas des parties d'une continue spatiale, bien que la relation de distance suppose qu'ils sont envisagés comme situés dans l'espace. C'est donc en réalité la distance qui est le véritable élément spatial. Par conséquent, on ne peut pas dire en toute rigueur que la ligne soit formée de points, et cela se comprend aisément car chacun des points étant sans étendue, leur simple addition, même s'ils sont en multitude indéfinie, ne peut jamais former une étendue. La ligne est en réalité constituée par les distances élémentaires entre ces points consécutifs. De la même façon, et pour une raison semblable, si nous considérons dans un plan une indéfinité de droites parallèles, nous ne pouvons pas dire que le plan est constitué par la réunion de toutes ces droites, ou que celles-ci sont les véritables éléments constitutifs du plan. Les véritables éléments sont les distances de ces droites, distances par lesquelles elles sont des droites distinctes et non confondues. Et si les droites forment le plan d'un certain sens, ce n'est pas par elles-mêmes, mais bien par leur distance,
comme il en est pour les points par rapport à chaque droite. De même encore, l'étendue à 3 dimensions n'est pas composée d'une indéfinité de plans parallèles, mais des distances entre tous ces plans. Cependant, l'élément primordial, celui qui existe par lui-même, c'est le point, puisqu'il est présupposé par la distance, et que celle-ci n'est qu'une relation. L'étendue elle-même présuppose donc le point. On peut dire que celui-ci contient en soi une virtualité d'étendue, qu'il ne peut développer qu'en se dédoublant d'abord, pour se poser en quelque façon en face de lui-même, puis en se multipliant. Ou mieux, en se sous-multipliant, indéfiniment, de telle sorte que l'étendue manifestée procède tout entière de sa différenciation, ou pour parler plus exactement, de lui-même en tant qu'il se différencie. Cette différenciation n'a d'ailleurs de réalité qu'au point de vue de la manifestation spatiale. Elle est illusoire au regard du point principal lui-même, qui ne cesse par là d'être en soi tel qu'il était, et dont l'unité essentielle ne saurait en être aucunement affectée. Petite note. Si la manifestation spatiale disparaît, tous les points situés dans l'espace se résorbent dans le point principiel unique, puisqu'il n'y a plus entre eux aucune distance. Fin de la note. Le point, considéré en soi, n'est aucunement soumis à la condition spatiale, puisqu'au contraire, il en est le principe. C'est lui qui réalise l'espace, qui produit l'étendue par son acte, lequel, dans la condition temporelle, mais dans celle-là seulement, se traduit par le mouvement. Mais pour réaliser ainsi l'espace, il faut que, par quelqu'une de ces modalités, il se situe lui-même dans cet espace, qui d'ailleurs n'est rien sans lui, et qu'il remplira tout entier du déploiement de ses propres virtualités. Petite note. Leibniz a distingué avec raison ce qu'il appelle les points métaphysiques, qui sont pour lui les véritables unités de substance, et qui sont indépendantes de l'espace, et les points mathématiques qui ne sont que des simples modalités des précédentes, en tant qu'ils en sont des déterminations spatiales, constituant leurs points de vue respectifs pour représenter ou exprimer l'univers. Pour Leibniz aussi, c'est ce qui est situé dans l'espace qui fait toute la réalité actuelle de l'espace lui-même. Mais il est évident qu'on ne saurait rapporter à l'espace comme il le fait tout ce qui constitue en chaque être l'expression de l'univers total. Fin de la note. Il peut successivement dans la condition temporelle ou simultanément hors de cette condition, ce qui, disons-le en passant, nous ferait sortir de l'espace ordinaire à 3 dimensions, s'identifier, pour les réaliser, à tous les points potentiels de cette étendue, celle-ci étant alors envisagée seulement comme une pure puissance d'être, qui n'est autre que la virtualité totale du point conçu sous son aspect passif, ou comme potentialité, le lieu ou le contenant de toutes les manifestations de son activité, contenant qui actuellement n'est rien, si ce n'est pas l'effectuation de son contenu possible. Petite note. La transmutation de la succession en simultanéité, dans l'intégration de l'état humain, implique en quelque sorte une spatialisation du temps, qui peut se traduire par l'adjonction d'une 4e dimension. D'autre part, il est facile de se rendre compte que le rapport du point principiel à l'étendue virtuelle, ou plutôt potentielle, est analogue à celui de l'essence à la substance, ces deux termes étant entendus dans leur sens universel, c'est-à-dire comme désignant les deux pôles actifs et passifs de la manifestation, que la doctrine hindoue appelle Purusha et Prakriti. Fin de la note. Le point primordial, étant sans dimension, est aussi sans forme. Il n'est donc par de l'ordre des existences individuelles. Il ne s'individualise en quelque façon que lorsqu'il se situe dans l'espace, et cela non pas en lui-même, mais seulement par quelques-unes de ses modalités, de sorte qu'à vrai dire, ce sont celles-ci qui sont proprement individualisées, et non le point principiel. D'ailleurs, pour qu'il y ait forme, il faut qu'il y ait déjà différenciation, donc multiplicité réalisée dans une certaine mesure, ce qui n'est possible que quand le point s'oppose à lui-même, si l'on peut ainsi parler, par deux ou plusieurs de ces modalités de manifestation spatiale. Et cette opposition
est ce qui, au fond, constitue la distance, dont la réalisation est la première effectuation de l'espace, qui n'est sans elle, comme nous venons de le dire, qu'une pure puissance de réceptivité. Remarquons encore que la distance n'existe d'abord que virtuellement ou implicitement dans la forme sphérique dont nous avons parlé plus haut, et qui est celle qui correspond au minimum de différenciation étant isotrope par rapport au point central, sans rien qui distingue une direction particulière par rapport à toutes les autres. Le rayon, qui est ici l'expression de la distance prise du centre à la périphérie, n'est pas tracé effectivement et ne fait pas partie intégrante de la figure sphérique. La réalisation effective de la distance ne se trouve explicitée que dans la ligne droite et en tant qu'élément initial et fondamental de celle-ci, comme résultant de la spécification d'une certaine direction déterminée. Dès lors, l'espace ne peut plus être regardé comme isotrope, et à ce point de vue, il doit être rapporté à deux pôles symétriques, les deux points entre lesquels il y a distance, au lieu de l'être à un centre unique. Le point qui réalise toute l'étendue, comme nous venons de l'indiquer, s'en fait le centre, en la mesurant selon toutes ses dimensions, par l'extension indéfinie des branches de la croix dans les 6 directions, ou vers les 6 points cardinaux de cette étendue. C'est l'homme universel, symbolisé par cette croix, mais non l'homme individuel. Celui-ci en tant que tel ne pouvant rien atteindre qui soit en dehors de son propre état d'être, qui est véritablement la mesure de toute chose, pour employer l'expression de Protagoras, que nous avons déjà rappelé d'ailleurs, mais bien entendu, sans attribuer au sophiste grec lui-même la moindre compréhension de cette interprétation métaphysique. Petite note. Si notre intention était de nous livrer ici à une étude plus complète de la condition spatiale et de ses limitations, nous aurions à montrer comment des considérations qui ont été exposées dans ce chapitre peut se déduire une démonstration de l'absurdité des théories atomistes. Nous dirons seulement, sans y insister davantage, que tout ce qui est corporel est nécessairement divisible, par là même qu'il est étendu, c'est-à-dire soumis à la condition spatiale. Fin de la note.